Chers auditeurs, bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition de notre balado L'État du monde. Comme d'habitude, Jocelyn à Montréal, comment ça va? Très bien, très bien. Et toi? Ça va, merci. T'es pas enseveli sous la neige? Pas encore, pas encore. On a eu une bonne petite bordée cette semaine, mais tout ça a été emporté parce qu'il a fait 2 degrés, 3 degrés, puis ça a Ah oui. fondu assez rapidement. Mais il y en aura d'autres, t'en fais pas. Ben oui, ce n'est que le début, hein? Oui, ce n'est que le début. Bon, ben écoute, on a, ben, si on peut dire essentiellement deux grands sujets cette semaine. Moi, je veux revenir sur une nouvelle vraiment troublante qui est sortie dans les médias italiens. Je vous en dis pas davantage, mais c'est vraiment quelque chose de franchement dégueulasse sur la nature humaine. Puis en deuxième partie, ben, toi, tu vas nous parler de trois sujets, mais qui sont liés à la thématique de l'Ukraine. Ouais. Donc, question de 200 milliards d'euros ou de dollars, c'est à peu près la même chose de toute façon, d'avoirs russes qui ont été saisis en 2022 par l'Union européenne. Puis des demandes depuis 3 ans et demi de la part de l'Ukraine pour qu'ils puissent avoir accès à cet argent-là pour financer leur guerre, s'acheter de l'armement. Aussi, les nouvelles au cours des derniers jours, des proches de Zelensky accusés de corruption à hauteur de 100 millions, encore une fois, de dollars ou d'euros. Et puis, on va terminer avec un peu la situation sur le terrain aux alentours des villes de Pokrovsk et de Kupiansk, où ça se passe pas super bien pour l'armée ukrainienne. Donc ça, c'est voilà, ce sont nos sujets pour cette semaine. Alors, ben, c'est ça. Écoutez, je commence avec une nouvelle qui a vraiment attiré mon attention. C'est sorti dans les médias italiens. Donc, pour la petite histoire, entre 1992 et 1995, pendant la guerre en ex-Yougoslavie, la ville de Sarajevo a été assiégée pendant plus de 1400 jours, Ouais. 1425, 1426 jours. Donc, c'est le siège le plus long de l'histoire. C'est un an de plus que le siège de Leningrad, maintenant Saint-Pétersbourg, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et puis, ça a entraîné la mort d'à peu près 12, 13 000 civils. Parce que si vous êtes déjà allé à Sarajevo, Sarajevo, c'est dans une cuvette. Vous avez des Ouais. montagnes tout autour de la ville, puis Sarajevo est dans une cuvette, donc ça a été extrêmement facile pour les Serbes de Bosnie, sous les ordres de Radovan Karadzic et de Ratko Mladic, de deux sombres personnages, ont été en mesure assez facilement d'encercler la ville et donc d'établir un siège comme ça. Donc, inévitablement, les civils ont été pris pour cible non seulement par des tirs d'obus d'artillerie, mais aussi par des tirs de tireurs d'élite. Donc, encore une fois, si vous allez à Sarajevo, puis vous montez dans les montagnes. Moi, je suis allé il y a quelques années à Sarajevo, puis je suis monté dans les montagnes où il y a l'ancienne piste de bobsleigh, parce que les Ouais. Jeux olympiques en Les Jeux olympiques. 1984, donc je suis allé jusqu'à la piste de bobsleigh. Et en fait, ce que vous voyez, c'est que vous avez toujours une vue très dégagée entre les édifices. Donc, ce que les Serbes de Bosnie avaient fait, donc ils étaient planqués dans les montagnes avec des fusils de chasse, des lunettes, et puis ils s'amusaient à tirer sur les civils qui traversaient les rues, qui sortaient de chez eux pour aller chercher de l'eau, acheter de la nourriture. Donc, c'est une des raisons pour laquelle vous avez eu plus de 10 000 morts parmi les civils à Hmm. Sarajevo. Certaines personnes sont mortes de froid, mortes de faim, mais beaucoup ont été tués par des tireurs d'élite serbes. Et puis, bon, d'une certaine façon, c'est la guerre, on peut comprendre, il y a de la vengeance, il y a de la haine interethnique, comme ça a essentiellement toujours été le cas dans les Balkans au cours des 125 dernières années. On conclut les guerres qu'il y a eu dans la région. Donc, on peut comprendre d'une certaine façon, même s'il n'y a absolument aucune justification pour tuer des Hmm. civils, surtout des enfants. Mais bon, si on met ça sur le dos de la haine, d'une certaine façon, ça ne se justifie pas, mais ça peut s'expliquer dans une certaine mesure. Mais voilà, ce qu'on a appris maintenant dans un média italien, c'est que vous auriez des Occidentaux, donc principalement des Italiens, des, euh, des passionnés d'armes à feu, qui, pendant le siège de Sarajevo, se seraient rendus sur place, dans les montagnes, et auraient payé jusqu'à 100 000 euros pour abattre des civils dans la ville. Donc, Hmm. on aurait 5 individus qui auraient été, il y a eu des enquêtes, donc sont fortement suspectés là, d'avoir participé à ça. Et puis, il y aurait d'autres personnes aussi qui auraient pris part à ces massacres-là.
Et puis, bon, ce qu'on apprend aussi dans l'article, c'est qu'il y avait une liste de prix. Donc, pour abattre des enfants, Ouais, c'était 100 000 euros. Et ce qu'on raconte encore une fois dans les articles, pour abattre des personnes âgées, ben, c'était gratuit. Il n'y avait pas ouais. de, il y avait pas de tarif sur la tête des personnes âgées. Donc, tu sais, ça C'est la remonte. folie. Ben C'est- oui, c'est ça, ça remonte à il y a 35 ans, hein, Ouais. la guerre en Un, Bosnie, le siège de Sarajevo. Puis, un- un safari humain, quoi. oui, c'est ça. Donc, dans les articles, on utilise l'expression safari humain ou safari Ouais, urbain. ouais. Donc, ça va réveiller là, des vieux démons, inévitablement, hein, parce que 12 13 000 personnes qui ont été tuées comme ça, Ouais, dont beaucoup d'enfants. Donc, ça en dit long sur la nature humaine. ouais. Puis on peut vraiment se poser la question, qu'est-ce qui motivait ces individus-là? On se dit c'était des passionnés d'armes à feu, mais les passionnés d'armes à feu, il y en a des milliers au Canada, hein, des gens qui collectionnent des armes à feu pour des raisons X ou Y, parce que ça leur plaît, mais ça ne fait pas d'eux nécessairement des assassins, des tueurs, mais dans ces cas-ci, c'est des gens qui étaient à la recherche d'un kick, voulaient Oui, c'était par expérimenter. plaisir, Oui, oui, finalement. un plaisir sadique. Ouais, Donc, tirer délibérément sur des civils dont on savait là, partout en Occident, en suivant ce qui se passait à la télévision, ces gens-là étaient prisonniers, là. ouais, Ils ouais. pouvaient pas quitter Sarajevo, là. Mais donc, Et l'endroit où il marchait ou courait, on appelait ça la Sniper c'est Alley, ça, le Sniper parce, Alley, parce l'allée que des justement, snipers. les Serbes étaient dans les montagnes et tiraient. Ouais. Ouais, voilà. Donc, ben, c'est ça. Moi, c'est vraiment qui a attiré mon attention cette semaine parce que Ah, je ben, pense que je comprends. honnêtement, on aurait pu parler de beaucoup d'autres choses, mais ça, c'est fondamentalement dégueulasse. Il n'y a aucune excuse Ouais, pour ça. Puis ça en ouais. dit long sur la nature humaine, hein, parce que dans ce cas-ci, c'est pas des individus qui étaient animés par un désir de vengeance, de haine, parce que Non. leur grand-père avait été arrêté par les Oustachis ou par les collaborateurs serbes ou croates pendant la Ouais, Seconde Guerre mondiale. Là. C'est des gens qui avaient absolument rien à voir dans ce ouais. conflit-là. Là. Est-ce qu'on sait si l'enquête a révélé des noms ou il y aura des suites judiciaires à ça? Ben, on dit que 5 personnes ont été arrêtées. OK, Et puis, ce qu'on raconte, c'est que ce sont des personnes assez influentes, là, des gens OK, en Italie qui sont connus, pas des ouais, gens connus de toutes et de tous, mais des personnes assez influentes là, OK. qui avaient l'argent aussi Pour faire ça, ben pour faire oui, ça, se rendre ben sur oui, place, hein, parce que tu sais, 100 000 euros par enfant, je sais oui, pas, hein, ils en ont abattu combien, là? tout Puis à ça fait. prend un certain budget pour pouvoir Hmm. Et là, il participer. faut se demander, est-ce que c'est la justice italienne ou la justice bosniaque qui doit se saisir d'un cas pareil? Ça fait 1995, ça fait 30 ans. Est-ce qu'il y a un délai, est-ce qu'il y a Euh, prescription pour des Est-ce qu'il y a crimes comme ça? prescription? Quoique dans le cas de En cas meurtre, de il n'y a pas meurtre, il y a pas prescription. prescription. Mais Pas c'est prescription. un procureur italien OK, qui enquête sur la question. Et l'histoire a été déballée par un romancier italien, quelqu'un qui s'est intéressé à la question, qui a interrogé différentes personnes. Et c'est ça qui a amené la justice à s'intéresser à la chose. Et puis, on soupçonnerait peut-être que c'est un réseau qui dépasserait l'Italie aussi, là, qui aurait peut-être eu ouais, des gens en Russie, mais peut-être aussi aux États-Unis qui auraient participé à ça. Donc, OK. ce que les autorités américaines ont dit cette semaine, c'est que si c'est effectivement le cas, il va y avoir collaboration avec les autorités italiennes pour faire toute la lumière, puis arrêter les individus qui seraient impliqués Ouais. dans une dégueulasserie pareille. Ah ouais, pff, en tout cas. Ouais. Bon, Bon, ben écoute, parle-nous maintenant de l'Ukraine. Ça n'a pas été oui, une bonne semaine pour Zelensky. en tout cas, c'est les mauvaises nouvelles qui s'accumulent. Ça, on peut dire ça comme ça. Alors, trois sujets ukrainiens, puis vous allez voir que ces trois-là sont liés d'une certaine façon. D'abord, l'avenir ou le destin des 200 milliards d'euros d'avoirs russes qui sont gelés dans un système qui s'appelle Euroclear en Belgique. Et ces 200 milliards appartiennent pour l'essentiel à la Banque centrale russe. Ils ont été gelés au moment de l'invasion en février 2022.
Ensuite, les problèmes de corruption dans l'entourage de Zelensky. Et enfin, euh, des problèmes très sérieux pour l'armée ukrainienne dans le Donbass. Donc, commençons par cette histoire des 200 milliards d'avoirs russes. Ça fait longtemps, peut-être même depuis le début du conflit en 2022, que les Ukrainiens demandent aux Européens d'abord de geler ces avoirs-là. Ça a été fait presque immédiatement après l'invasion. Il est assez étrange que les Russes n'aient pas pensé que leur argent ne serait pas saisi à un moment donné. En tout cas, les 200 milliards de dollars, d'euros ou de dollars, effectivement, ont été gelés dans ce système Euroclear. Euroclear, c'est un dépositaire là où les banques centrales et autres grands fonds d'investissement internationaux déposent leurs titres, style actions, obligations, produits financiers. Et Euroclear gère ainsi 42 500 milliards d'euros d'avoirs. Donc, les 200 milliards d'euros russes, c'est 0,4 du montant que Ben oui. cette agence privée C'était des gère. pinottes. C'était des pinottes. C'est des peanuts, mais quand même, 200 milliards, Oui. quand tu es obligé de les rembourser, c'est plus des peanuts. Ouais. Donc, les Ukrainiens veulent avoir cet argent et pour la reconstruction, pour se compenser des attaques russes. Et l'Union européenne se dit, ben, on va saisir cet argent et on va soit la prêter, soit la donner à l'Ukraine. On débat de cette affaire depuis près d'un an maintenant. Et puis, mardi et mercredi de cette semaine, il y aura une rencontre au sommet à l'Union européenne pour décider ce que l'on fait de ce pactole. Parce que, évidemment, l'Ukraine a besoin de cet argent. Sauf que Euroclear dit, on ne peut pas faire ça. Ça serait une saisie, une confiscation illégale des biens qui appartiennent à la Russie, à l'État russe, pas au gouvernement de Poutine, même si c'est le gouvernement, Mm. évidemment, qui agit au nom de l'État russe. Et on ne peut pas confisquer cet argent parce que si on le fait, Poutine ou le gouvernement russe qui lui succédera advenant un accord de paix pourrait se retourner vers la Belgique et dire, vous nous devez 150, 170, 200 milliards de dollars, ce sera le montant qui aura été prêté ou donné à l'Ukraine. Veuillez, s'il vous plaît, le faire. Et le premier ministre belge dit, moi, qu'est-ce qui arrive au moment où cette chose me tombe dessus? Qui va rembourser les 200 milliards d'euros russes? Et évidemment, quand il pose la question, les 26 autres chefs d'État regardent ailleurs pour, et ne veulent pas s'engager à Ouais. rembourser une partie de l'argent. Parce que ça Donc, tombe, les parce que juste pour être clair, Euroclear, ça tombe sous juridiction belge Belges, et non c'est une européenne. C'est une entreprise privée Belge, belge même si les fonds ont été gelés par l'Union européenne. parce que quand il y a une crise internationale et qu'un gouvernement ou qu'une organisation décrète des sanctions, ben, ça s'applique à tout le monde. Mm. Même si vous êtes une entreprise privée, vous n'avez plus le droit de commercer ou de transiger avec entre guillemets, l'ennemi ou l'adversaire. Donc, il y a cet argent qui est là. On saura cette semaine ce que l'Union européenne voudra faire, ce que les États individuellement vont vouloir faire avec la Belgique aussi pour la rassurer de donner cet argent à l'Ukraine pour qu'elle puisse financer sa reconstruction si c'est bien dans cette direction que ça irait. Mm. Ça m'amène à parler, évidemment,
des questions de corruption Ah oui. en Ukraine. Parce que si 200 milliards d'euros qui sont transférés au gouvernement ukrainien, il faudrait bien savoir où ça s'en va. Est-ce que jusqu'au Et dernier euro, ça va servir à la reconstruction ou peut-être c'est à... à d'autres choses. Alors, on apprend cette semaine, mais ça devrait surprendre personne, qu'il y a un énorme scandale de corruption dans l'entourage de Zelensky. Ce que l'on sait depuis très longtemps, et je dirais même depuis l'indépendance de l'Ukraine, c'est que c'est un des pays les plus corrompus d'Europe. Ça, c'est documenté par Transparency International, qui est une ONG qui évalue évidemment ces questions pays par pays. Et là, cette semaine, on a découvert, après une longue enquête, et ça, on lève notre chapeau aux enquêteurs ukrainiens qui ont eu le courage Mhm. de faire cette enquête, parce que ça ne doit pas être Et, facile, et c'est puisque, et c'est ce qui explique peut-être qu'au cours des dernières semaines, Zelensky a voulu politiser alors le... je vais y Voilà. venir. Donc, il y a deux groupes, deux services d'enquête au sein du gouvernement ukrainien qui, pendant 15 mois, euh, ont surveillé un certain nombre de, euh, de personnes dans l'entourage de Zelensky, dont deux ministres, à savoir qu'est-ce qui arrivait avec de l'argent qui semblait passer comme ça à la barbe et au nez de l'État ukrainien. Et finalement, ils ont déposé des accusations cette semaine qui ont mené à la démission de deux ministres euh, amis du président et aussi de certains autres personnages plutôt douteux, dont un ami très proche du chef de l'État qui a été impliqué dans sa campagne pour son élection présidentielle en 2019. Et ces gens-là, certains ont été arrêtés. Comme par hasard, celui qui est le plus impliqué, lui, a quitté subrepticement l'Ukraine avant que les enquêteurs perquisitionnent chez lui et dans ses bureaux. C'est donc dire qu'il y avait encore là peut-être des informateurs Mhm. dans certains milieux qui ont dit au type les carottes sont cuites. C'est le Donc, temps de se pousser. t'es aussi bien de partir. Parce qu'évidemment, j'imagine que si vous êtes enquêté, vous allez révéler des choses. Et puis, quand vous êtes un proche du président, ben, nécessairement, il y a un soupçon. Il y a un tel soupçon d'ailleurs qu'une personne de l'unité anticorruption disait ceci, que Zelensky ait été au courant est un problème, mais qu'il ne l'ait pas été représente également Un un problème. problème. Ben oui. Parce qu'il y a une proximité importante entre Zelensky et son entourage. Et là, évidemment, cette enquête-là va se poursuivre dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, pour en découvrir toutes les ramifications et aussi l'ampleur. Alors Mais évidemment, c'est un scandale qui ébranle beaucoup les Ukrainiens à un moment où on leur demande des sacrifices énormes, leurs villes sont bombardées, ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas de chauffage, leurs enfants meurent sur la ligne de front, et pendant ce ben, temps-là, des gens autour du président ça- détournent 100 s'enrichissent. millions d'euros Ouais. Ça, c'est qui la auraient pu pointe. servir. Ça, Ça, c'est la c'est pointe. la pointe de l'iceberg. Mais Ouais, c'est ça, ça vient s'ajouter. Tu sais, tu disais que c'est connu comme Barabas en passion, que l'Ukraine, c'est pas un modèle en matière de lutte contre la corruption. voilà. J'ai dit, je pense, je vérifiais à l'instant, c'était en 2019, euh, les Panama Papers. Oui, L'enquête avait révélé que Zelensky avait planque du cash à l'étranger dans des paradis fiscaux depuis 2012. ouais, ouais. Et puis, je veux dire, n'importe qui.
qui, je me fais envoyer souvent, par exemple, des vidéos sur les réseaux sociaux à Monaco. Vous avez des Lamborghini, des Porsche, des bagnoles de luxe plaquées avec des plaques de l'Ukraine, là. Ah Et oui, c'est des OK. vidéos qui ont été prises il y a quelques jours seulement, là. Donc, Ouais. à quelque part, c'est pas normal que dans ce qui serait, avec la Moldavie, le pays le plus pauvre d'Europe, Ouais, tout à fait. que vous ayez des oligarques, des gens qui se trimballent à Monaco avec des Lamborghini. Euh, Ouais. on Ce qui en, s'entend que... ce qui en dit long sur la classe politique et Ben oui, financière ukrainienne qui a toujours méprisé les Ukrainiens. Écoutez, ils sont devenus indépendants en 91 et puis ils ont toujours été un des pays les plus pauvres d'Europe après ou avant la Moldavie. c'est ça. Puis Alors, pourtant, c'est un pays riche. oui, oui. Alors, Puis lorsqu'on mais compare Mais je voulais oui, revenir sur vas-y. les deux unités anticorruption. Les deux unités anticorruption ont fait l'objet d'une attaque en règle cet Mhm, été où on voulait limiter leur pouvoir d'enquête. Et le président Zelensky avait signé la loi mhm. limitant les pouvoirs d'enquête de ces deux unités anticorruption. Mais il y a eu un tel tollé, non seulement en Ukraine, mais aussi à l'international, parce que j'imagine que ceux qui ont donné 300 milliards de dollars d'aide à l'Ukraine Au, depuis 4 ans, au nom de la démocratie, s'attendent à au- ce que le pays receveur ben, fasse preuve de valeur démocratique, hein? et surtout aient des mécanismes qui permettent de savoir où cet argent va et Mhm. quand il y a des cas de corruption, qu'il y a des poursuites. Il y en a eu, bien sûr. Je pense que depuis 4 ans, il y a eu suffisamment de scandales qui nous ont montré que la justice ukrainienne tente aussi de faire le ménage. Donc, les deux unités anticorruption avaient vu leur pouvoir restreint et devant l'esclandre, eh bien, Zelensky a fait marche arrière, a rétabli l'indépendance de ces deux unités, ce qui a certainement permis Ah la oui, poursuite de l'enquête évidemment. et de démasquer des gens de son entourage. Ouais, Là, on parle quand même de deux ministres et mhm, de gens très proches du président. ouais, Donc, tout ça jette une ombre sur la gouvernance de l'Ukraine, mais surtout le fait que l'argent peut être soit au rendez-vous, mais pas versé dans le cas des avoirs russes, soit qu'elle est au rendez-vous, mais elle est détournée. ouais. Et ça nous amène à parler, évidemment, de ce qui se passe sur le terrain. Ben, je voulais revenir sur Et la oui, corruption. vas-y. Avant même le début de la guerre, lorsqu'on regarde, tu sais, il y a toujours là, l'indice de Freedom House. Par exemple, on Ouais, classe là, la qualité de la démocratie, la qualité de vie. Vous savez, Jean Chrétien se plaisait toujours à répéter dans les années 90 que le Canada était le plus meilleur pays au monde. Donc, il se voilà. basait sur cet indice-là de la qualité de vie. Donc, il y a aussi l'indice sur la corruption. Et puis, tu sais, écoute, de mémoire, c'est quelque chose comme l'Ukraine est en 125e position, puis Oui, c'est ça. La Russie en 132e, là. Je veux dire, Certainement, ouais. c'est exactement la même chose, mais c'est que, tu sais, dans ces pays-là, il faut comprendre un petit peu la mentalité. Dans ces pays-là, tu sais, les gens ont souvenir de l'Union soviétique quand, tu sais, tout s'est effondré du jour au lendemain. Et Ouais. puis, les gens savent que leur pouvoir politique, en réalité, repose sur un fil, que du Mm. jour au lendemain, ils peuvent tout perdre. Et que si ça a à se produire, ils sont mieux d'avoir des liquidités. Mais Ah oui, pas là, des actions dans des compagnies, non, non, des lingots d'or, du ouais, cash dans des valises pour pouvoir foutre le camp le plus rapidement possible, puis être en mesure de survivre dans un autre pays, là. D'ailleurs, ouais. par exemple, Ceausescu, le dictateur roumain, Roumain, ouais. les gens qui s'en souviendront, il a fait son fameux discours à son Le palais, balcon, le ouais. balcon, et puis là, les gens avaient commencé à le chahuter, et puis là, il avait arrêté son discours, puis il avait, comme on dit en bon français, il avait stallé. Il a arrêté son discours, puis là, il regardait à gauche et à droite, puis là, vous avez un agent de sécurité des services secrets qui venait à côté de lui, puis on l'entend dans le micro dire viens-t'en, faut s'en aller. Et puis, bon, il est rentré avec sa femme dans le palais. Et puis, sur le toit, il y avait un hélicoptère. Puis, ils ont foutu le camp.
de Bucarest, mais l'hélicoptère a failli s'écraser. Pourquoi? Parce Ouais. que l'hélicoptère était trop lourd. L'hélicoptère était chargé de lingots d'or. Donc, Ah, OK. la mentalité, c'est comme ça. En Ouais. Russie, tous les oligarques, je veux dire, ils doivent avoir des liquidités comme ça au cas où les choses tournent mal. Donc, c'est pas un cas qui est uniquement unique Oui, c'est pas particulier à à l'Ukraine. l'Ukraine, C'est ouais. exactement la même Ouais. chose qui se passe en Russie, dans les républiques d'Asie centrale, même ici dans le Et, Caucase, et, là. et peut-être que ça se déroule aussi en Argentine ou ailleurs quand il y a effondrement d'un gouvernement. Il y a eu une très grande instabilité en Argentine dans Mm. les années 2000 et il y a même un président qui a quitté la présidence exactement comme tu l'as décrit à propos de Ceausescu. Alors, l'hélicoptère a atterri sur la Casa Rosada à Buenos Aires et a pris le président. Il est parti. Alors, parce que la Ben, foule était massée dehors. oui, Alors, c'est ça. Donc, on n'était pas dans le temps de Perón, là. On non, non, était non. au 21e siècle. Non. Puis tu sais, à quelque part, c'est dommage un petit peu parce que ça a toujours été comme ça. Mais depuis 3 ans et demi, fallait pas le dire. Fallait Ouais. pas le dire parce que là, hey, Ben, pro-russe, hein, ouais. c'était miner Ou un peu. bien, on mine la cause. On mine la cause à un agent de la cinquième colonne, puis on fait le jeu de la propagande russe. Mais c'est parce qu'à quelque part, si on avait parlé de ces choses-là, on en avait eu pleinement conscience. Je ne dis pas qu'on n'aurait pas envoyé les mêmes montants d'argent en Ukraine, Ouais. mais peut-être que l'argent aurait été envoyé différemment, Ouais. avec certaines garanties. Mais Ouais. bon, N'empêche que la question se pose. euh, on a envoyé près de 300 milliards de dollars d'aide, que ce soit une aide militaire ou que ce soit pour financer les activités du gouvernement, de ses secteurs publics, etc. Et ça serait bien de savoir s'il y a un contrôleur général ici qui est ouais, capable de dire, bon, ben, chaque année, il est rentré 50 milliards de dollars, voici où ce qu'on cet a argent fait, est là. allé. J'ai rien lu là-dessus. Peut-être que ça existe, hein? Peut-être que ça existe, mais C'est peut-être le rôle de Christophe Freeland, retrouver les factures depuis en tout 3 ans et cas, demi. là, son rôle, c'est plutôt de ramasser de l'argent. Mais je voudrais revenir à Pokrov maintenant, Ouais. parce que les choses vont plutôt mal là aussi, parce qu'il y a deux phénomènes qui se déroulent. C'est que les Ukrainiens sont dans un coin du Donbass qu'ils ne gagneront pas, parce que visiblement, les Russes avancent. La ville a été réduite en cendres, il reste rien, et on tient ces soldats ukrainiens là, je ne sais pas pourquoi, parce que militairement, ça ne fait aucun sens. Et en même temps, l'Ukraine a des difficultés de recrutement et les jeunes Ukrainiens continuent à quitter le pays pour se réfugier ailleurs. Donc, je ne sais pas si tu peux m'expliquer ce qui se passe, mais C'est c'est inexplicable. assez compliqué à Et comprendre. puis, moi, en fait, j'écoutais la télévision française. Il y avait un expert, Michel Goya, un expert Bien militaire sûr, ouais, français qui rapportait la chose suivante, c'est que, en fait, Pokrovsk, vous avez un étau. Donc, vous avez un étau comme ça. Et puis, Pokrovsk est en train d'être capturé. Disons, Pokrovsk est ici. Mais ici, vous avez une autre ville. Et c'est là où vous avez des soldats ukrainiens qui sont on parlait de encerclé, trois brigades. Trois c'est brigades, beaucoup. ça fait à peu près 3000 hommes. Et puis, ben, c'est ce que Michel Goya disait, c'est que c'est des troupes d'élite. C'est des gens d'Azov, des troupes aéroportées. C'est pas des gars qui ont été recrutés dans la rue il y a 2 semaines, là. C'est Ouais, pas de la chair à canon, c'est des soldats d'élite qui sont à toute fin utile. Ils sont encerclés. Puis ouais, là, ils se cachent dans des bâtisses soviétiques, bâties à l'époque soviétique, qui ont été bâties en béton armé. Donc, tu sais, il y a une protection. ils sont en sécurité, mais le fait est qu'ils peuvent aller nulle part, là. Ouais, Ils sont voués à être tués ou à devoir se rendre. Et ouais. donc, Zelensky, si l'information est exacte, Zelensky serait prêt à sacrifier des troupes d'élite pour une cause, en tout cas dans la région de Pokrovsk, une cause qui est Qui est essentiellement perdu.
est perdu. Et puis, ben, c'est la même chose aussi à Kupiansk, un peu plus au nord. Et puis là, vous avez des soldats ukrainiens qui sont aussi coupés de l'arrière parce que à Coupiance, vous avez le fleuve, pas un fleuve, une rivière, la rivière Osil, Mhm. l'Oskil. Et puis, les pontons ont été détruits par les drones, l'artillerie russe. Donc, les soldats ukrainiens sont du mauvais côté de la rive. Puis là, ben, ils seraient pris au piège eux aussi. Puis les dernières nouvelles que j'avais lues sur le sujet, c'était 5000 hommes à Kupiansk. Ah, Donc, c'est 5000 beaucoup. hommes à Kupiansk, à peu près 3000, peut-être plus à Pokrovsk. Ça fait 10 000 hommes. Pour un pays Ouais. qui a des problèmes de recrutement, de ressources humaines, ça fait beaucoup, ça fait beaucoup de monde. Et puis là, tu sais, les gens qui connaissent l'histoire savent qu'en 1917, pendant la Première Guerre mondiale, dans l'armée française, il y a eu des mutineries. Après 3 ans de OK. conflit, une Ouais. boucherie où on demandait aux soldats, tu sais, de sortir des tranchées, et puis ils se faisaient faucher par les tirs de mitrailleuses allemandes. Après 3 ans, les gars, ils en ont eu marre, là, parce qu'il y avait pas, Ouais. ils ne retournaient pas à l'arrière. Il n'y avait pas, là, Ouais. il y avait pas comment est-ce De qu'on dit? De remplacement remplacement, de roulement où, tu sais, bon, tu sers Ouais. 6 mois dans les tranchées, tu rentres une semaine à l'arrière pour te reposer. Voilà. Il y a des gars en Voilà. Ukraine, là, qui sont dans les tranchées depuis 3 ans et demi, là. Il y a pas de rotation comme ça. Mm. Donc, dans l'armée française, en 1917, après 3 ans de guerre, là, il y a des gars qui se sont dit, c'est assez, c'est fini, là. Nous autres, Ouais. on monte plus à l'assaut. Donc, il y a eu des mutineries de plusieurs régiments. Puis c'est le maréchal Pétain qui, euh, qui avait, Ouais, qui était là. qui avait été, qui avait été chargé là, de faire un petit peu le ménage, mais dans ces mutineries-là. Et puis à l'époque, je pense que l'armée française avait condamné des milliers de soldats à être exécutés pour trahison, désertion. Puis Pétain a réussi à ramener le nombre à un chiffre plus raisonnable. C'est à peu près Oui. 500 exécutions quand même, parce qu'il comprenait que les soldats en avaient marre. Et c'est ce qui a amené les troupes alliées à commencer à penser à une nouvelle stratégie, là. C'est là où on a commencé à voir l'introduction des chars d'assaut. Mhm. Où là, c'est vraiment avec cette technologie-là qu'on a réussi à percer, là, à repartir dans une guerre de mouvement, parce qu'ils savaient très bien, là, le haut commandement, que la tactique des 3 dernières années, là, ça Ça n'a fonctionnait pas plus, puis, fonctionné. Pas. parce que les soldats refusaient tout simplement là, de monter à l'assaut. Donc Ouais. là, c'est Ils peut-être tiraient. Ils tuaient leurs officiers. oui, c'est ça. Hein. On Donc a là, des. la question qu'on peut légitimement commencer à se poser en Ukraine, est-ce que si est-ce qu'on ne doit pas s'attendre au cours des prochaines semaines, des prochains mois, à avoir une espèce de mutinerie comme ça au sein de l'armée ukrainienne, des gars qui se disent écoutez, nos officiers, le haut commandement, ces gens-là se foutent de nous, ils nous envoient à l'abattoir. À quoi bon se battre pour des gens qui n'ont aucune considération pour nous? Puis en outre, les élites politiques corrompues qui détournent de l'argent, qui profitent de la Ouais. guerre pour s'en mettre plein les poches. Il Écoute, n'y on ne peut pas a prédire rien de pire l'avenir. que ça. Ouais. On ne Il y peut a- pas prédire l'avenir, mais si ça devait se produire, personnellement, je serais pas surpris. ouais. Puis, Maintenant, si les villes tombent, si les Russes réussissent à contrôler et à capturer tous ces soldats, qu'est-ce que ça veut dire stratégiquement? il reste, il Est-ce reste qu'ils peuvent avancer plus vite vers Kramatorsk ou Kramatorsk. Kharkiv? Ben, il reste plus rien après. Passé OK, Kupiansk, Pokrovsk, Konstantinivka, Tchassiviar, OK. il y a plus rien, c'est la plaine. Et Donc, puis, ils peuvent avancer très vite, là. puis il y a des routes aussi, il y a des autoroutes. Mais Ouais, Pokrov, c'est un lieu aussi de communication pour les chemins de fer. Donc, les Russes pourraient. Parce que les Russes ont une branche de leur armée. Tu sais, ben, les branches d'armée, vous avez l'armée de terre, l'armée de l'air, ouais. la marine. Les États-Unis, vous avez la force spatiale, les gardes-côtes. En Russie, vous avez les troupes ferroviaires. Eh C'est oui, une c'est branche de vrai. l'armée. Donc, les Russes peuvent très rapidement reconstruire les voies ferrées. Puis, si c'est le cas, ben, ça pourrait permettre à l'armée russe là, de pouvoir faire des progressions plus rapides parce que là, maintenant, c'est la steppe, là. C'est la Ouais, steppe ukrainienne. Il n'y a plus de ville jusqu'à Kramatorsk, qui serait la dernière ville à conquérir dans le Donetsk. Et là, ben, OK. ça permettrait la réalisation des objectifs que Poutine s'était fixé au printemps 2022, après son échec là, Ouais, dans la prise de à Kiev. Kiev. Donc en plus, c'est la raison pour laquelle les Ukrainiens s'accrochent à ces villes-là, parce qu'ils savent qu'après ça, il ne reste plus rien, là. Et là, ça Euh, pourrait saper le moral de la population, là, si,
s'il y a une avancée russe très rapide. Oui, 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 parce que, bon, encore une fois, on ne peut pas parler d'un effondrement là, Non, du front non, ukrainien, mais on peut commencer à parler un effritement, là. ouais, ouais, Parce que, puis, en fait, ce qui s'était passé à Pokrovsk aussi, à un moment donné, il manque tellement de soldats, puis le front, c'est une ligne de plus de 1000 kilomètres là. ouais, ouais. Donc, les Ukrainiens, tu sais, je veux dire, il y a des trous dans la ligne, là. Puis à un Ouais. moment donné, c'était à peu près, il y a eu plusieurs semaines de ça, vous avez des soldats russes qui ont réussi à passer littéralement entre deux soldats ukrainiens dans la région de Pokrovsk, puis ont fait une percée d'à peu près 10-15 kilomètres. OK. Donc, Donc, c'est très ça ténu. montrait là, que c'est ça, la ligne elle est très, très, très fragile. Puis ça, en outre, les Ukrainiens en viennent à perdre presque 10 000 hommes à Pokrovsk, à Kupiansk. Ben là, la ligne, au lieu d'un espace de 50 mètres entre chaque soldat, ça va devenir un espace entre chaque soldat de 100 mètres, là. Mhm. Puis les Russes, eux, ben, ils n'ont pas de problème de mobilisation, hein. Eux autres, ils Ouais, sont capables de faire des rotations parce qu'ils ont encore là, des dizaines de milliers de soldats chaque mois qui acceptent de signer des contrats. Parce qu'il y a pas il y a de la conscription en Russie, mais les ouais, conscrits ne sont pas envoyés sur le champ de bataille. Les ouais. conscrits ne peuvent être envoyés à la guerre que si la Russie est en guerre. Alors, c'est aussi la raison Ah pour oui. laquelle Vladimir Poutine n'a jamais officiellement déclaré la guerre à l'Ukraine. Ça reste toujours une opération militaire spéciale. Donc, ça fait en OK. sorte que ça offre une sécurité aux conscrits, en sachant très bien qu'ils vont faire leur service militaire comme leur père et leur grand-père l'ont fait, mais qui ne seront pas envoyés au front. Au Mais front. donc, les soldats qui OK. sont envoyés au front, c'est à l'époque, c'était les mercenaires du groupe Wagner son nom m'échappe, là. Oui. L'histoire l'a déjà oublié. Oui, exactement. Puis vous avez les prisonniers aussi qui avaient été envoyés au front, mais Ouais, c'est des volontaires qui sont ouais. payés là, c'est 5, 6, 7 fois le salaire mensuel de leur Mm. région lorsqu'ils s'enrôlent. Ils ont des primes d'enrôlement. Ça coûte à peu près 25 millions de dollars par jour à la Russie, les primes OK. d'enrôlement, là. Donc, ça coûte extrêmement cher, mais c'est comme ça que. Puis Qui tient évidemment, l'armée. Ouais, c'est comme ça que Vladimir Poutine est capable de mobiliser entre 20 et 30 000 soldats à chaque mois parce que les ouais, primes sont tellement fabuleuses que les gens se disent ben, je vais prendre une chance, hein. ouais, Puis si ouais, j'ai le malheur de mourir, ben, au moins ma famille va avoir l'équivalent, on parle de près 75 000 en ouais. compensation financière pour le décès. Donc, au C'est moins, énorme. ces gens-là peuvent se construire. C'est gagné à la loterie en Russie, là, dans des villages de Sibérie, là. Ces Ouais. gens-là, ils peuvent se construire une maison, etc., etc. Donc, le jeu en vaut la chandelle pour des gens qui ont pas vraiment d'avenir devant eux, là. Mm. Donc, ça fait en sorte que la Russie, elle, n'a pas de problème de mobilisation de ressources humaines. Mais par contre, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est les vidéos qui ont montré là, l'entrée des troupes russes Mhm. dans Pokrovsk. Moi, la première réaction quand j'ai vu ça, c'est je me dis, c'est Mad Max. On Ah se croirait oui. dans Mad Ouais, Max. Vous aviez là, des bagnoles là, qui avaient plus de portières. Vous avez des gars en motocross, en moto, ouais. qui arrivaient dans la ville comme ça. Donc, les gens qui ont vu Mad Max, là, ça ressemblait vraiment à C'était ça. exactement ça. Mais Ouais. il y avait beaucoup de brouillard. Et En ça, plus. ce que ça a montré, c'est que c'est la nouvelle réalité de la guerre en ce moment avec les drones. Il y a plus c'est très difficile d'avoir des grands déplacements, des grands mouvements de troupes parce que tout est observé du ciel. Puis les drones peuvent frapper des chars d'assaut, puis des grands regroupements des gros regroupements de soldats, puis en tuer 15 d'un coup, là. Donc, c'est la raison pour laquelle la stratégie des Russes, c'est, par exemple, à Pokrov, c'était d'envoyer deux, trois gars puis les faire rentrer dans la ville. Ah Puis oui. il allait se Ouais. planquer dans des immeubles. Puis là, tu sais, il faisait des ravages sur le derrière des lignes ennemies. Donc, c'est comme ça qu'ils ont été en mesure, lentement mais sûrement, d'infiltrer De, les de, lignes. et de grignoter le territoire, finalement. C'est ça. Mais par contre, lorsqu'il y a eu du brouillard, c'est là où on a vu un grand amoncellement de soldats Ah, sur des routes complètement dégagées. Là, ils en ouais, ont profité pour faire une avance en sachant qu'il n'y avait pas à avoir peur d'une frappe de drone. Et ouais, ça, c'est ouais. la nouvelle réalité, là, on en parlait la semaine dernière, la nouvelle réalité des champs de bataille. Pour ça que les chars d'assaut sont plus utilisés. Un char d'assaut, Ouais. là, ça Non, roule à, ça roule, non. ça roule à 50 km/h. Ça ne peut que rouler, parce que s'il y a souvent de la boue, ça ne peut que rouler que sur des voies asphaltées à Mm. 50 km/h.
Le drone, là, Radio Shack à 500 pièces là, il est Ouais, capable de le détruire. Donc, ouais. maintenant, on est en train de repasser à une espèce de mouvement de troupes. C'est très, très, très. Ça semble être complètement désorganisé, mais Mm, ça se fait à partir de toutes petites unités. mm. Et c'est ce qui explique aussi la raison pour laquelle, de part et d'autre, tant les Ukrainiens et les Ukrainiens n'ont plus vraiment les moyens de toute façon, mais les Russes ne pensent pas à des grandes offensives là, qui leur Ouais, permettaient, la Seconde Guerre mondiale, là, de prendre, tu sais, 50 kilomètres en une ouais, journée, là. ouais, La réalité des drones fait en sorte que c'est maintenant impossible. C'est de la tactique du grignotage, c'est des petites unités, deux, trois ouais, gars qui avancent et qui avancent pas ensemble, là. Donc, ouais. ils sont séparés les uns des autres. Mhm. Puis ils savent très bien qu'ils vont aussi être pris pour cible par des drones. Les Russes ont aussi ils ont découvert une stratégie. Ils ont des couvertures thermiques. Donc, lorsqu'ils avancent, ils mettent une couverture par-dessus eux. Donc, ça fait en sorte que le drone thermique n'est pas en mesure de capter leur chaleur Ah corporelle oui, dans le OK. noir. Donc, c'est une autre Ouais, façon avec laquelle ils utilisent pour avancer lentement mais sûrement sur le champ de bataille. Donc, OK. c'est ça. Bon, ben, Ce vidéo-là m'avait vraiment intrigué parce que c'est au-delà du fait que c'était, ben, ça rappelait le Mad Max, c'était aussi le reflet de la stratégie que les forces armées sont mm, obligées d'utiliser aujourd'hui parce que les drones, c'est devenu une arme, à rabais, mais qui fait des ravages, il là. fait des ravages, ouais. Que ça Bon, ben fasse. voilà, mon cher, je pense Oui, que on a fait le on a tour. fait le tour pour cette semaine. Bon, Alors, ben voilà, ben écoutez, ben j'espère que vous avez apprécié l'épisode. Partagez-le, likez-le, parlez-en à vos amis, abonnez-vous aussi sur YouTube, ça ne coûte rien. Puis, ben, ça va nous faire plaisir de vous revoir la semaine prochaine pour le prochain feuilleton hebdomadaire de ce qui se passe dans le monde. Alors, sur ce, bonne semaine à toutes et à tous. Au revoir.